Ceci a deux conséquences. La première est négative et d'ordre purement historique. Il peut sembler que la phénoménologie a la joint l'une à l'autre le thème cartésien du cogito et le motif transcendantal que Kant avait dégagé de la critique de Hume. Husserl aurait ainsi ranimé la vocation la plus profonde de la ratio occidentale, la courbant sur elle-même en une réflexion qui serait radicalisation de la philosophie pure et fondement de la possibilité de sa propre histoire. À dire vrai, Husserl n'a pu opérer cette jonction que dans la mesure où l'analyse transcendantale avait changé son point d'application. Celui-ci est transporté de la possibilité d'une science de la nature à la possibilité pour l'homme de se penser, et où le cogito avait modifié sa fonction. Celle-ci n'est plus de conduire à une existence apodictique à partir d'une pensée qui s'affirme partout où elle pense, mais de montrer comment la pensée peut s'échapper à elle-même et conduire ainsi à une interrogation multiple et proliférante sur l'être. La phénoménologie est donc beaucoup moins la récession d'une vieille destination rationnelle de l'Occident que le constate, fort sensible et ajusté, de la grande rupture qui s'était produite dans l'épistème moderne au tournant du XVIIIe et du XVIIe siècle. Si elle a partie liée, c'est avec la découverte de la vie, du travail et du langage. C'est aussi avec cette figure nouvelle qui, sous le vieux nom d'homme, a surgi il n'y a pas encore maintenant 2 siècles. C'est avec l'interrogation sur le mode d'être de l'homme et sur son rapport à l'impensé. C'est pourquoi la phénoménologie, même si elle s'est esquissée d'abord à travers l'antipsychologisme, ou plutôt dans la mesure même où, contre lui, elle a fait
ressurgir le problème de l'a priori et la motif transcendantal. N'a jamais pu conjurer l'insidieuse parenté, le voisinage à la fois prometteur et menaçante avec les analyses empiriques sur l'homme. C'est pourquoi aussi, tout en s'inaugurant par une réduction au cogito, il a toujours été conduit à des questions, à la question ontologique. Sous nos yeux, le projet phénoménologique ne cesse de se dénouer en une description du vécu, qui est empirique malgré elle, est une ontologie de l'impensé qui met hors circuit la primauté de « je pense ». L'autre conséquence est positive. Elle concerne le rapport de l'homme à l'impensé, ou plus exactement leur apparition jumelle dans la culture occidentale. On a facilement l'impression qu'à partir du moment où l'homme s'est constitué comme une figure positive sur le champ du savoir, le vieux privilège de la connaissance réflexive, de la pensée se pensant elle-même, ne pouvait manquer de disparaître, mais qu'il était par le fait même donné à une pensée objective de parcourir l'homme en son entier. Quitte à y découvrir ce qui, précisément, ne pouvait jamais être donné à sa réflexion ni même à sa conscience. Des mécanismes sombres, des déterminations sans figure, tout un paysage d'ombre que directement ou indirectement on appelait l'inconsciente. L'inconsciente n'est-il pas ce qui se donne nécessairement à la pensée scientifique que l'homme applique à lui-même lorsqu'il cesse de se penser dans la forme de la réflexion? En fait, l'inconsciente est d'une façon générale les formes de l'impensé n'ont pas été la récompense offerte à un savoir positif de l'homme. L'homme et l'impensé sont, au niveau archéologique, des contemporains. L'homme n'a pas pu se dessiner comme une configuration dans l'épistème, sans que la pensée ne découvre en même temps, à la fois en soi et hors de soi, dans ses marges, mais aussi bien entrecroisées
avec sa propre trame. Une part de nuit, une épaisseur apparemment inerte où elle est engagée, une impensée qu'elle contient de bout à bout, mais où aussi bien elle se trouve prise. L'impensée, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'est pas logée en l'homme comme une nature recoquevillée ou une histoire qui s'y serait stratifiée. C'est par rapport à l'homme, l'autre fraternel et jumeau, n'est non pas de lui, ni en lui, mais à côté et en même temps, dans une identique nouveauté, dans une dualité sans recours. Cette plage obscure qu'on interprète volontiers comme une région abyssale dans la nature de l'homme, ou comme une forteresse singulièrement cadenassée de son histoire. Lui est lié sur un tout autre mode, et lui est à la fois extérieur et indispensable. Un peu l'ombre portée de l'homme, surgissant dans le savoir. Un peu la tâche, aveugle à partir de quoi il est possible de la connaître. En tout cas, l'impensé a servi à l'homme d'accompagnement sourd et ininterrompu depuis le 19e siècle. Puisqu'il n'était en somme qu'une double insistante, il n'a jamais été réfléchi pour lui-même sur un mode autonome de ce dont il était l'autre et l'ombre. Il a reçu la forme complémentaire et le nom inversé. Il a été l'un cycle en face du feu cycle dans la phénoménologie hegelienne. Il a été l'unboust pour Schopenhauer. Il a été l'homme aliéné pour Marx. Dans les analyses du Husserl, l'implicite, l'inactuel, le sédimenté, le non effectué. De toute façon, l'inépuisable doubleur qui s'offre au savoir réfléchi comme la projection brouillée de ce qu'est l'homme en sa vérité, mais qui joue aussi bien le rôle de fond préalable à partir duquel l'homme doit se rassembler lui-même et se rappeler jusqu'à sa vérité. C'est que ce double a beau être proche, il est
étranger et le rôle de la pensée, son initiative propre sera de l'approcher au plus près d'elle-même. Toute la pensée moderne est traversée par la loi de penser l'impensé, de réfléchir dans la forme du pour soi les contenus de l'en-soi, de désaligner l'homme en le réconciliant avec sa propre essence, d'expliciter l'horizon qui donne aux expériences leur arrière-fond d'évidence immédiate et désarmée, de lever le voile de l'inconsciente, de s'absorber dans son silence ou de tendre l'oreille vers son murmure indéfini. Dans l'expérience moderne, la possibilité d'instaurer l'homme dans un savoir, la simple apparition de cette figure nouvelle dans le champ de l'épistème, impliquant un impératif qui hante la pensée de l'intérieur, peu importe qu'il soit monnayé sous les formes d'une morale, d'une politique, d'un humanisme, d'un devoir de prise en charge du destin occidental, ou de la pure et simple conscience d'accomplir dans l'histoire une tâche de fonctionnaire. L'essentiel, c'est que la pensée soit pour elle-même et dans l'épaisseur de son travail, à la fois savoir et modification de ce qu'elle sait, réflexion et transformation du mode d'être de ce sur quoi elle réfléchit. Elle fait aussitôt bouger ce qu'elle touche. Elle ne peut découvrir l'impensé, ou du moins aller dans sa direction, sans l'approcher aussitôt de soi. On peut être encore s'en l'éloigner sans que l'être de l'homme. En tout cas, puisqu'il se déploie dans cette distance, ne se trouve du fait même altéré. Il y a là quelque chose de profondément lié à notre modernité. En dehors des morales religieuses, l'Occident n'a connu sans doute que deux formes d'éthique. L'ancienne, sous la forme du stoïcisme ou de l'épicérisme, s'articulait sur l'ordre du monde, et en découvrant la loi, elle pouvait en déduire le principe d'une sagesse ou une conception de la cité. Même la pensée politique du XVIIIe siècle appartient encore à cette forme générale. La moderne, en revanche, ne formule aucune morale,
dans la mesure où tout impératif est logé à l'intérieur de la pensée et de son mouvement pour ressaisir l'impensé. C'est la réflexion, c'est la prise de conscience, c'est l'élucidation du silencieux, la parole restituée à ce qui est muette, la venue au jour de cette part d'ombre qui retire l'homme à lui-même. C'est la réanimation de l'inerte. C'est tout cela qui constitue à soi seul le contenu et la forme de l'éthique. La pensée moderne n'a jamais pu, à dire vrai, proposer une morale. Mais la raison n'en est pas qu'elle est pure spéculation. Tout au contraire, elle est d'entrée de jeu et dans sa propre épaisseur, un certain mode d'action. Laissons parler ceux qui, incitant la pensée à sortir de sa retraite et à formuler ses choix. Laissons faire ceux qui, voulant, hors de toute promesse et en l'absence de vertu, constituer une morale. Pour la pensée moderne, il n'y a pas de morale possible. Car depuis le 19e siècle, la pensée est déjà sortie d'elle-même en son être propre. Elle n'est plus théorie. Dès qu'elle pense, elle blesse ou réconcilie, elle rapproche ou éloigne, elle rompt, elle dissocie, elle noue ou renoue. Elle ne peut s'empêcher de libérer et desservir, avant même de prescrire, d'esquisser une future, de dire ce qu'il faut faire, avant même d'exhorter ou seulement d'alerter la pensée au ras de son existence, de sa forme la plus matinale, et en elle-même une action, un acte périlleux. Sade, Nietzsche, Artaud et Bataille l'ont su pour tous ceux qui voulaient l'ignorer. Mais il est certain aussi que Hegel, Marx et Freud le savaient. Peut-on dire que l'ignorante, en leur profonde nécessité, ce qui affirmant qu'il n'y a point de philosophie sans choix politique, que toute pensée est progressiste ou réactionnaire? Leur sottise est de croire que toute pensée exprime l'idéologie d'une classe, leur involontaire profondeur, c'est qu'ils montrent de droit le mode d'être moderne de la pensée. À la superficie, on peut dire que la connaissance de l'homme, à la différence des sciences de la nature, est toujours liée même.
sous sa forme la plus indécise, à des éthiques ou à des politiques. Plus fondamentalement, la pensée moderne s'avance dans cette direction où l'autre de l'homme doit devenir le même que lui. Part 6. Le recul et le retour de l'origine. Le dernier trait qui caractérise à la fois le mode d'être de l'homme et la réflexion qui s'adresse à lui, c'est le rapport à, number one, entre les dieux. Le moment kantien fait charnière. C'est la découverte que le sujet entend qu'il est raisonnable, se donne lui-même sa propre loi qui est la loi universelle. L'origine. Universelle l'origine. Rapport très différent de celui que la pensée classique essayait d'établir dans ses genèses idéales. Retrouver l'origine au XVIIIe siècle, c'était se replacer au plus près du pur et simple redoublement de la représentation. On pensait l'économie à partir du troc, parce qu'on lui les deux représentations que chacun des partenaires se faisait de sa propriété et de celle de l'autre, étant équivalentes. Offrant la satisfaction de deux désirs presque identiques. Elles étant, en somme, pareilles, on pensait l'ordre de la nature. Avant toute catastrophe, comme un tableau où les êtres se seraient suivis dans un ordre si serré et sur une trame si continue que d'un point à l'autre de cette succession, on se serait déplacé à l'intérieur d'une quasi-identité. Et d'une extrémité à l'autre, on aurait été conduit par la nappe lisse du pareil. On pensait l'origine du langage comme la transparence entre la représentation d'une chose et la représentation du cri, du son, de la mimique, du langage d'action qui l'accompagnait. Enfin, l'origine de la connaissance était cherchée du côté de cette suite pure de représentation. Suite si parfaite et si linéaire que la seconde avait remplacé la première, sans qu'on en prit conscience puisqu'elle ne lui était pas simultanée.
qu'il n'était pas possible d'établir entre elles deux une différence, et qu'on ne pouvait éprouver la suivante autrement que pareil à la première, et c'est seulement lorsqu'une sensation apparaissait plus pareille à une précédente que toutes les autres que la réminiscence pouvait jouer. L'imagination représentait à nouveau une représentation, et la connaissance prendre pied en serait doublement. Peu importait que cette naissance fût considérée comme fictive ou réelle, qu'elle ait en valeur d'hypothèse explicative ou d'événements historiques. À dire vrai, ces distinctions n'existant que pour nous, dans une pensée pour qui le développement chronologique se loge à l'intérieur de tableaux sur lequel il ne constitue qu'un parcours. Le point de départ est à la fois hors du temps réel et en lui. Il est ce pli premier par lequel tous les événements historiques pouvant avoir lieu. Dans la pensée moderne, une telle origine n'est plus concevable. On a vu comment le travail, la vie, le langage avaient acquis leur historicité propre, en laquelle ils étaient enfoncés. Ils ne pouvaient donc jamais annoncer véritablement leur origine, bien que toute leur histoire soit de l'intérieur, qu'on pointait vers elle. Ce n'est plus l'origine qui donne lieu à l'historicité. C'est l'historicité qui, dans sa trame même, laisse se profiler la nécessité d'une origine qui lui serait à la fois interne et étrangère, comme le sommet virtuel d'une cône où toutes les différences, toutes les dispersions, toutes les discontinuités seraient resserrées pour ne plus former qu'un point d'identité. L'impalpable figure du même, ayant pouvoir cependant d'éclater sur soi et de devenir autre. L'homme est constitué au début du XIXe siècle en corrélation avec ses historicités, avec toutes ces choses enveloppées sur elles-mêmes et indiquantes à travers leur étalement, mais par leur loi propre, l'identité inaccessible de leur origine. Pourtant, ce n'est pas sur le même mode que l'homme a rapport à son origine.
c'est qu'en effet, l'homme ne se découvre que lié à une historicité déjà faite. Il n'est jamais contemporain de cette origine qui, à travers le temps des choses, s'esquisse en se dérobant. Quand il essaie de se définir comme être vivant, il ne découvre son propre commencement que sur fond d'une vie qui elle-même a débuté bien avant lui. Quand il essaye de se ressaisir comme être au travail, il n'en met au jour les formes les plus rudimentaires, quoi l'intérieur d'un temps et d'un espace humain déjà institutionnalisé, déjà maîtrisé par la société. Et quand il essaye de définir son essence de sujet parlant, en deçà de toute langue effectivement constituée, il ne trouve jamais que la possibilité du langage déjà déployé, et non pas la balbutiement, le premier mot à partir de quoi toutes les langues et le langage lui-même sont devenus possibles. C'est toujours sur une fonde de déjà commencé que l'on peut penser ce qui vaut pour lui comme origine. C'est toujours sur une fonde de déjà commencé que l'on peut penser ce qui vaut pour lui comme origine. Celle-ci n'est donc pas, surtout pour lui, le commencement, une sorte de premier matin de l'histoire, à partir duquel se seraient entassées les acquisitions ultérieures. L'origine, c'est beaucoup plutôt la manière dont l'homme en général, dont tout homme quel qu'il soit, s'articule sur le déjà commencé du travail, de la vie et du langage. Il est à chercher dans ce pli où l'homme travaille, en toute naïveté, un monde ouvragé depuis des millénaires, vit dans la fraîcheur de son existence unique, récente et précaire, une vie qui s'enfonce jusqu'aux premières formations organiques, compose en phrases jamais encore dites, même si des générations les ont répétées, des mots plus vieux que toute mémoire. En ce sens, le niveau d'originaire est sans doute pour l'homme ce qui est le plus proche de lui. Cette surface qu'il parcourt innocemment toujours pour la première fois, et sur laquelle ses yeux à peine ouverts découvrant des figures aussi jeunes que son regard. Des figures qui, pas plus que lui, ne pouvant avoir d'âge. Mais pour une raison inverse, ce n'est pas parce qu'elles sont toujours aussi jeunes. C'est parce qu'elles appartiennent à un temps qui n'a ni les mêmes mesures ni les mêmes fondements que lui. Mais cette mince surface
de l'originaire qui longe toute notre existence et ne lui fait jamais défaut, pas même, surtout pas à l'instant de la mort, où elle se découvre au contraire comme à nous, n'est pas l'immédiate d'une naissance. Elle est toute peuplée de ces méditations complexes, conformées et déposées dans leur histoire propre, le travail, la vie et le langage, de sorte qu'en ce simple contact, le premier objet manipulé, de la manifestation de besoins le plus simple, à l'invol du mot le plus neutre, ce sont tous les intermédiaires d'un temps qui le domine presque à l'infini, que l'homme, sans le savoir, ranime. Sans le savoir. Mais il faut bien que cela soit su d'une certaine manière, puisque c'est par là que les hommes entrent en communication et se trouvant dans le réseau déjà noué de la compréhension. Et pourtant ce savoir est limité, diagonal, partiel, puisqu'il est entouré de toutes parts d'une immense région d'ombre où le travail, la vie et le langage cachant leur vérité et leur propre origine, à ceux mêmes qui parlent, qui existent et qui sont à l'ouvrage. L'originaire, tel que depuis la phénoménologie de l'esprit, la pensée moderne n'a cessé de le décrire, et donc bien différent de cette genèse idéale qu'avait tenté de reconstituer l'âge classique. Mais il est différent aussi, bien qu'il lui soit lié selon une corrélation fondamentale de l'origine qui se dessine dans une sorte d'au-delà rétrospectif à travers l'historicité des êtres, loin de reconduire ou même seulement de pointer vers un sommet, réel ou virtuel, d'identité, loin d'indiquer le moment du même où la dispersion de l'autre n'a point encore joué. L'originaire en l'homme, c'est ce qui, d'entrée de jeu, l'articule sur autre chose que lui-même. C'est ce qui introduit dans son expérience des contenus et des formes plus anciennes que lui et qu'il ne maîtrise pas. C'est ce qui, en le liant à des chronologies multiples, entrecroisées, irréductibles suivant les unes aux autres, le disperse à travers le temps et l'étoile au milieu de la durée des choses.
paradoxalement, l'originaire en l'homme n'annonce pas le temps de sa naissance, ni le noyau le plus ancien de son expérience. Il le lie à ce qui n'a pas le même temps que lui. Et il délivre en lui tout ce qui ne lui est pas contemporain. Il indique sans cesse et dans une prolifération toujours renouvelée que les choses ont commencé bien avant lui. Bien avant lui. Et que pour cette même raison, nul ne saurait à lui, dont l'expérience est toute entière constituée et bornée par ces choses assignées d'origine. Or, cette impossibilité a elle-même deux aspects. Elle signifie d'une part que l'origine des choses est toujours reculée, puisqu'elle remonte à un calendrier où l'homme ne figure pas. Mais elle signifie d'une autre part que l'homme, par opposition à ces choses dont le temps laisse apercevoir la naissance scintillante dans son épaisseur. Et l'être son l'origine. C'est lui qui n'a ni patrie ni date. Celui dont la naissance n'est jamais accessible parce que jamais elle n'a eu lieu. Ce qui s'annonce dans l'immédiat de l'originaire, c'est donc que l'homme est séparé de l'origine qui le rendrait contemporain de sa propre existence. Parmi toutes les choses qui naissent dans le temps et y mirant sans doute, il est séparé de toute origine. Déjà là si bien que c'est en lui que les choses, c'est la même qui, le surplombant, trouvant leur commencement, plutôt que cicatrice marquée en un instant quelconque de la durée. Il est l'ouverture à partir de laquelle le temps, en général, peut se reconstituer, la durée s'écouler et les choses faire au moment qui leur est propre, leur apparition. Si dans l'ordre empirique les choses sont toujours reculées pour lui, insaisissables en leur point zéro, l'homme se trouve fondamentalement en recul par rapport à ce recul des choses, et c'est par laquelle pouvons, sur l'immédiat de l'expérience originaire, faire passer leur solide antériorité, faire passer leur solide antériorité.